Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Nicolas Fienne. La ville où cela s'est passé est une petite ville, et l'école que j'ai fréquentée est une école vieille de 70 ans. Mon grand-père et mon père sont également d'anciens élèves de cette école. Les anciens élèves de cette école ont beaucoup de succès, et l'école a une longue histoire de charité et offre également des avantages de retraite extraordinaires aux enseignants en fonction de leur ancienneté dans l'école. Mon arrière-grand-père a fait un don d'une partie de sa propriété à l'école lors de sa construction, et il a été conseiller et membre du conseil d'administration de l'école en son temps. L'école était réservée aux garçons jusqu'en 96, date à laquelle elle a accueilli sa première classe mixte, et elle est aujourd'hui entièrement mixte. Toutes les classes de la maternelle au lycée sont réparties dans deux bâtiments, le premier abritant les classes de la maternelle au CM2 et l'autre les classes de la 6e à la terminale. Partie 1. Le professeur contre mon père. L'incident. L'enseignante en question, que nous appellerons GC pour Grande Knasse, était la professeure de mathématiques de mon père lorsqu'il est entré au lycée. C'était une jeune femme qui venait de terminer son diplôme d'enseignante et qui était titulaire d'une maîtrise en mathématiques et en chimie. À ce moment-là, elle est l'enseignante la plus qualifiée de l'école. Malheureusement, GC était aussi une personne désagréable. Elle entrait dans la classe et les élèves étaient censés être assis en mode prêt, le dos droit, les jambes jointes et les mains sur les genoux, avec seulement le manuel nécessaire et un crayon pour prendre des notes dans les marges. La classe était censée la saluer d'un bonjour ou bon après-midi lorsqu'elle entrait, et elle donnait des tonnes de devoirs à faire le week-end. Elle cessait tout simplement d'enseigner pendant toute l'heure de cours si une personne prenait la parole sans l'avoir demandé. On ne pouvait pas boire d'eau sans sa permission. On ne pouvait pas aller aux toilettes sans qu'elle n'ait vu votre main levée et vous ait demandé de parler. De nombreuses personnes se sont plaintes de cette situation. Mais comme elle était l'enseignante la plus qualifiée, le conseil d'administration de l'école n'a pas agi. Au lieu de cela, il l'a soutenue en disant que cela aiderait à discipliner les élèves. Mais ce n'est pas tout. Ces examens étaient incroyablement difficiles, et comme les classes étaient remplies d'adolescents, ils parlaient. Et si juste l'un d'entre eux le faisait, elle cessait son cours et ne le reprenait pas jusqu'au cours suivant. Elle donnait alors un cours sur un autre sujet, sautant complètement cette partie du cours. Il suffit de dire qu'avant les examens, toute la classe était dans un état de panique, essayant d'étudier suffisamment pour au moins réussir le cours. Mon père a obtenu 41%. Selon notre système éducatif, on échoue au cours si l'on a moins de 40%, alors il était soulagé d'avoir réussi. Mais lorsqu'il a consulté sa feuille de réponse, mon père a remarqué que son total était incorrect, et qu'il avait en fait obtenu 49 à ce test. Il a levé la main, et après environ 5 minutes pendant lesquelles il est resté assis à sa place, calmement, la main levée, on l'a appelé, et GC lui a demandé quel était le problème. Mon père lui dit donc qu'il y avait une erreur de totalisation dans le compte de ses points, et qu'il avait en fait obtenu 49, ce qui a quelque peu offensé GC. Au lieu de l'appeler et de vérifier sa copie, GC a décidé qu'il était tout simplement impossible pour elle, une personne ayant une maîtrise en mathématiques, de faire une erreur dans quelque chose d'aussi simple qu'une addition. Elle lui fait signe de s'en aller et mon père a été choqué. Mais elle s'est tournée calmement vers la personne suivante pour lui poser une question. Mon père, quant à lui, n'était pas content. Il s'est levé de son siège, ce qui était considéré comme un crime dans sa classe, a posé le papier sur le bureau de GC et a commencé à totaliser ses points à haute voix. GC le regarde faire avec incrédulité et ne sut plus où donner de la tête. Lorsqu'il eut fini de faire le total, on pouvait voir que son visage rougissait et qu'elle était furieuse. Elle jetait un regard noir de la copie à mon père, puis de nouveau vers la copie. Et soudain, un sourire cruel est apparu sur son visage. « Oh, d'accord, je vois l'erreur, mais ce n'est pas une excuse pour ce comportement. Cela vous vaut une soustraction de 10 points à votre examen final. » La classe, qui avait été stupéfaite par la première phrase, s'est remise à avoir des regards sinistres. Et mon père est resté là, bouche bée, sachant qu'il n'avait plus que 39 points et qu'il avait donc échoué à ce cours. Au lieu de réagir et d'aggraver la situation, il a simplement pris son examen, préparé son sac à dos et quitté la classe. Il est allé parler à son grand-père, mon arrière-grand-père donc, qui faisait partie du conseil d'administration de l'école. Mais celui-ci lui a répondu qu'il ne pouvait rien faire, puisque les notes étaient entièrement entre les mains de l'enseignant concerné.
Mon père a encaissé sa défaite, a décidé que la vengeance n'en valait pas la peine et a changé de classe. Il a abandonné la chimie pour l'économie, et c'est la dernière fois qu'il a eu affaire à cette professeure. Partie 2. La professeure contre mon frère et moi. Mon frère cadet, Benjamin, a 2 ans de moins que moi, et donc, lorsque j'étais en 3e, commençant le lycée, mon frère cadet était en 5e. Nous avions un auditorium en construction et la bibliothèque venait d'être rénovée. Un enseignant a donc été chargé de chaperonner les élèves des classes les plus jeunes à la bibliothèque. La classe de mon jeune frère avait malheureusement Jessé comme chaperon. Mon père m'avait expressément demandé d'être très prudent avec Grande Knass, et j'étais sur mes gardes. Mais mon jeune frère n'avait aucune idée de la personne à qui il avait affaire. Avant l'été, notre bibliothèque autorise les élèves à prendre 2 livres de leur choix pour les vacances. Alors, quand mon frère est passé devant Jessé pour aller voir la bibliothécaire et qu'il a été arrêté par Jessé, il était vraiment confus. Il avait un livre d'Enid Blyton et un exemplaire de Backyard Science Experiment. Mon frère cadet et moi sommes tous deux très doués pour les sujets scientifiques, et il attendait les vacances d'été pour faire des expériences scientifiques sympas à la maison avec moi. Attends un peu, quel livre as-tu là, Benjamin? Un livre d'histoire et un livre de sciences pour le jardin, madame. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce livre de science? Elle se tourne vers les autres employés de la bibliothèque. J'ai enseigné à son père, il n'y a pas de cerveau dans sa caboche. Vous n'auriez aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce livre. Laissez-le à quelqu'un qui saurait quoi faire avec. Et sur ce, elle lui arrache le livre des mains et s'en va. Les employés de la bibliothèque riant maladroitement derrière elle. Quand il est venu me chercher en pleurant, j'étais furieux. J'étais un garçon très populaire à l'école. Je gagnais des quiz et des débats, et je représentais l'école dans des concours nationaux. Mes amis et moi avions littéralement une vitrine entière de trophées à l'école, avec nos noms en relief, et la plupart des professeurs nous aimaient. Le vice-directeur de l'école et notre groupe se tutoyaient. Il nous chaperonnait lors de toutes les compétitions où nous représentions l'école. Mais lorsqu'il m'a raconté ce qui s'était passé, j'étais abasourdi. Je ne savais pas comment réagir, mais pour l'instant, je suis allé à la bibliothèque et j'ai acheté un exemplaire du livre Backyard Science pour consoler mon frère. Mais bon, nous étions en vacances d'été et je n'ai pas trop réfléchi. Mes camarades de classe et moi-même avons gagné des prix pour avoir le système de poulie à engrenage hydraulique le plus efficace et le 2e bateau de course à carburant chimique le plus rapide. C'était avant que je ne suive un cours de chimie ou de physique au lycée. Cela a été annoncé lors de l'assemblée de l'école le premier jour avant les vacances d'été. À la rentrée, j'ai eu un cours de chimie avec Jessé, le premier jour d'école. C'était aussi juste après l'assemblée, où mon groupe a reçu le prix. Nous nous rendons donc au laboratoire de chimie, et Jessé est au bureau des professeurs de laboratoire en train de préparer une expérience destinée à libérer des vapeurs d'acide chlorhydrique dans un flacon à gaz. Quelques instants plus tard, nous constatons qu'une erreur a été commise et qu'il n'y a pas de réaction dans le mélange. Il s'avère que les granulés de zinc sont impurs et rouillés. Mais Jessé a eu l'idée d'allumer le bec benzène à fond pour faire avancer l'expérience. Après avoir recueilli le gaz pendant environ 3 minutes, soit 2 minutes 30 de trop, les vapeurs d'acide chlorhydrique étant toxiques en cas d'inhalation, elle est satisfaite. Elle remonte alors la fiole pour montrer à la classe comment nous réalisons les expériences. La cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'elle ouvre la fiole et l'approche de façon inconfortable de la fille à côté de moi. Est-ce que l'odeur est âcre? La fille le sent maladroitement et s'éloigne d'un coup sec. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, ce serait une confirmation plausible, mais je savais que c'était de la foutaise. Je voyais bien que la fille connaissait ce qu'une odeur âcre et qu'elle avait reculé par réflexe et non pas parce que l'odeur était réellement âcre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais à ce moment-là, j'ai reniflé, bruyamment. Jessé fait instantanément un zoom sur moi, s'avançant vers moi, son visage se contorsionnant en une expression hideuse. Elle dit « Quelque chose d'amusant que tu voudrais partager avec nous. » Je savais que j'avais fait une erreur, mais j'étais aussi en colère. Cette personne, en face de moi, avait persécuté mon jeune frère et mon père. Je m'en suis souvenu, et soudain, toutes mes restrictions verbales se sont évaporées. Nous savons tous les deux qu'elle n'a rien senti d'âcre. L'expérience que vous venez de faire a été un échec. Oh, vous pensez en savoir plus que moi? Elle se tourne vers la classe. Il en sait plus que moi. Vous savez quoi? Je vais me retirer. Pourquoi est-ce que vous n'enseigneriez pas à ma place, professeur Opie?
Oh, avec plaisir. Au grand choc de tous les spectateurs, je monte sur l'estrade et tout en gardant le contact visuel avec GC, je dis: première chose à retenir pour la classe, passez à l'expérience 1 de votre manuel de laboratoire. Lisez les avertissements. Le gaz est acre et c'est un poids. Comment oses-tu? Personne ne t'a appris les bonnes manières. On n'est pas dans une cabane au bord de la route, tu ferais bien de t'en souvenir. Sinon tu vas avoir quelques os cassés. C'était dans une autre langue, mais si vous voulez la traduction exacte, c'était: je vais te casser les membres et te les donner à manger. Elle est absolument furieuse. Elle m'attrape par la main et me traîne jusqu'au bureau du directeur. En chemin, nous passons devant le bureau du vice-directeur, qui voit GC me traîner et sort en courant. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, GC commence à lui expliquer à quel point mon comportement en classe est irrespectueux et inacceptable, et elle est en train de hurler à la fin de son discours. Le vice-président me jette un regard interrogateur, puis répond: retournez en classe, GC, je vais m'occuper de lui. Nous allons dans son bureau et il m'offre un siège et un verre d'eau. Que s'est-il passé en classe, Opi? Je lui raconte exactement ce qui s'est passé. Une fois qu'il a entendu ma version des faits, il me regarde avec incrédulité et me demande si je suis vraiment monté sur l'estrade et si j'ai commencé à faire le cours à la classe. Je lève les yeux et je vois l'air abasourdi sur le visage normalement réservé du vice-directeur. Imaginez quelqu'un qui ressemblerait à une Minerva McGonagall masculine et qui est complètement choqué. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé par un ricanement, qui s'est transformé en un véritable fou rire. J'ai ri jusqu'à en avoir mal au ventre et jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. À ma grande surprise, le vice-directeur affichait lui aussi un large sourire. Il a secoué la tête et son expression réservée est revenue. Je sais que ce qui s'est passé vous a inquiété pour la sécurité de la classe, mais ce n'est pas une raison pour un tel comportement perturbateur. Par ailleurs, je vais personnellement enquêter sur ce qui s'est passé dans cette classe, et s'il s'avère que GC a intentionnellement forcé les élèves à inhaler des produits chimiques nocifs, elle sera licenciée immédiatement. Oh, et vous êtes censé présenter des excuses écrites à GC pour ce comportement. Maintenant allez-y. J'ai soupiré et je suis retourné en classe. Je pensais vraiment avoir mis fin à la carrière de GC. J'avais tort. Elle a changé l'histoire pour faire croire qu'elle avait fait exprès de mal faire l'expérience et qu'elle était sur le point de réprimander cette fille pour avoir inhalé ce qui aurait pu être un produit chimique nocif. GC s'est moqué de moi et m'a fait passer pour un enfant insolent qui pensait tout savoir en lisant un chapitre du livre. Et là, je me suis arrêté. Il s'agissait d'une confrontation directe entre moi et l'enseignante qui travaille à l'école depuis plus de 35 ans. Avant de passer à la suite, je me permets de caler un petit commentaire. C'est un truc de base dans tous les cours de chimie, à chaque fois on nous dit « faut pas renifler le produit ». Et le professeur, c'est une personne à qui tu es censé faire confiance, et à qui tu es censé d'ailleurs pouvoir faire confiance. Si vous êtes prof et que vous voulez détruire votre relation de confiance avec un élève, dites-lui de faire quelque chose, et une fois qu'il le fait, réprimandez-le. C'est sûr qu'il vous en voudra pas du tout et qu'il sera toujours prêt à vous faire confiance. Enfin bon, je passe à la suite. Partie 3. La vengeance. Je savais maintenant que pour aider mon frère, je devais me débarrasser d'elle. Mon père était au courant de ce qui s'était passé à l'école, et il ne voulait pas que j'affronte GC. Il a dit que cela n'en valait pas la peine. Mais à présent, j'étais dans le jeu. Elle avait joué sa carte. C'était à mon tour maintenant. Je ne sais pas ce qui a fait qu'elle avait un tel problème avec mon père et mon jeune frère. C'étaient des étudiants calmes et travailleurs. Je sentais qu'elle avait quelque chose contre notre famille, et j'étais convaincu que mon jeune frère aurait à gérer le problème si je faisais une bêtise et que j'étais renvoyé, ou si je faisais de GC une véritable ennemie. C'était la guerre, et j'avais un nouveau plan. J'ai commencé à agir comme un mouton en sa présence, et j'ai mis un point d'honneur à rester après les cours et à lui poser des questions de la manière la plus polie possible. J'étais l'enfant coupable de ne pas comprendre les explications de mes aînés. Je me présentais comme un élève extraordinaire que GC avait réussi à humilier. Je me suis lentement, mais sûrement, frayé un chemin dans la catégorie la mieux décrite par le terme lèche-botte. Cela me faisait mal à l'intérieur, mais ce que j'avais prévu, si tout se passait bien, me donnait des fourmis dans les jambes. J'étais là pour gagner.
j'ai concédé la défaite dans un combat pour gagner la guerre. 2 ans plus tard, je suis en première. Mon jeune frère venait d'entrer au lycée et il suivait le cours de chimie avec Jessé. J'avais la meilleure note en chimie et j'étais le chouchou de Jessé. Elle avait commencé à apprécier le Hopi que je représentais et m'avait nommé assistant de laboratoire pour cette année-là. 2 de mes meilleurs amis savaient ce que j'avais prévu. Tous les autres élèves me détestaient parce que j'étais le chouchou des professeurs et que j'obtenais des A, alors que la meilleure note était un B-. Tout se passait comme prévu. Le premier jour de classe, j'ai remplacé son tabouret, ce avec 3 pieds, par un tabouret cassé. C'était censé être la première d'une série de farces qui allait lui tomber dessus ce jour-là. Elle est arrivée en classe, s'est assise et est tombée. Elle a heurté le mur avec sa main et a crié. Ça a dû faire mal. Mais elle était vraiment en surpoids, et cela ne pouvait pas m'être imputé à moi. J'ai souri intérieurement, en me précipitant vers elle et en l'aidant à se relever. J'ai couru lui chercher un autre tabouret, tandis qu'à l'intérieur, les élèves de première année faisaient de leur mieux pour ne pas rire. Quand je suis revenu de la salle où il y avait des tabourets supplémentaires, je l'ai vue hurler comme une banshee. Mais ce qui m'a rendu furieux, c'est qu'elle criait après mon jeune frère. Apparemment, elle avait dit quelque chose comme « stupide tabouret et imbécile d'assistant de laboratoire débile !» Ce à quoi mon frère a répondu « Ce n'est pas la faute de mon frère si vous êtes trop lourde pour le tabouret. » Même si je l'aime pour ça, il fallait vraiment qu'il apprenne quand me venir en aide. Mais je n'ai pas fait grand-chose, je me suis contenté de remplacer la chaise en silence, tout en essayant de faire comprendre à mon frère qu'il devait se calmer. Il ne s'est rien passé d'autre ce jour-là, jusqu'à ce que l'école soit terminée et que les professeurs rentrent chez eux. La deuxième étape était en marche. Nous avons entendu une forte détonation et, immédiatement, la foule d'élèves qui se trouvait à proximité s'est dirigée vers le parking des professeurs. Nous avons vu la voiture de Jessé fumer et son pot d'échappement s'envoler. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'une vieille voiture et que nous avions décidé de bloquer le pot d'échappement avec de l'argile qui avait durci au cours des 6 heures d'une journée ensoleillée. La voiture a dû être remorquée et elle est rentrée chez elle avec d'autres élèves ce jour-là. Elle ne s'est pas présentée à l'école pendant les 2 jours qui ont suivi, mais elle s'est présentée à l'école le 3e jour, qui était une demi-journée d'école, parce que notre pays célèbre la journée des enseignants. La tradition veut que les élèves aillent voir leurs professeurs, actuels et anciens, pour leur souhaiter le meilleur, leur offrir des cartes, des cadeaux, etc. C'était de loin la farce la plus mémorable réalisée à l'école dont je me souvienne. Les 2 jours où elle était absente, nous avons demandé aux gens de ne pas lui rendre visite le jour de la fête des professeurs. Le fait que mes amis et moi fassions partie des personnes les plus populaires de l'école nous a beaucoup aidés. Et avec l'accord des autres gars et filles cool, nous avons fait passer le mot et avons obtenu la confirmation que personne de la classe n'irait la voir pour lui souhaiter la fête des professeurs. Mais ce qui s'est réellement passé est quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Je suppose que c'est parce que nous avons agi avec tant de fanatisme que nos camarades de classe ont passé le mot à tous leurs amis et que personne, pas une seule personne du lycée, n'est allé la voir le jour de la fête des professeurs. C'est le sentiment d'accomplissement le plus incroyable que j'ai jamais éprouvé. Elle avait créé cette situation pour elle-même, en étant la personne la plus méchante que j'ai jamais vue. Il n'était pas surprenant que les gens acceptent de lui faire subir cela. Pour la première fois en 70 ans, dans notre école, un enseignant n'avait pas reçu une seule carte de souhait le jour des enseignants. Les choses ne sont jamais parfaites et il se trouve que la nouvelle de ce complot est parvenue jusqu'à elle. Le lendemain, je venais d'installer le laboratoire. Les élèves de première s'installaient et voilà que Jessé arrive. La colère irradiant d'elle par vagues. Elle s'approche de moi et je reçois la gifle la plus violente de ma vie en plein visage. Je n'ose pas l'admettre, mais j'ai une marque bleue sur la joue et je saigne du nez et de la lèvre.
Mon jeune frère, qui a vu ce qui se passait, s'est précipité vers moi, mais mon choc s'est lentement estompé et j'ai esquissé un sourire sanglant qui l'a probablement effrayé. Je lui ai dit d'aller chercher le vice-principal. 20 minutes plus tard, j'étais dans l'infirmerie de l'école, avec une infirmière qui essuyait ma lèvre et moi qui portais un chiffon à mon nez. Le vice-directeur arrive avec le directeur et 2 flics, et il m'informe que mes parents ont été informés, et me demande si je veux en parler maintenant ou quand mes parents seront là. Je leur réponds que je pourrais répondre à leurs questions dès que ma lèvre sera pansée. Je leur parle donc des cas de persécution dont mon frère et moi avons été victimes. Je leur dis aussi que c'est une enseignante vraiment incompétente. Je dis au directeur qu'il devrait vérifier la moyenne de l'école dans les matières scientifiques. Et bien sûr, comme je l'avais deviné, les résultats moyens aux examens nationaux pour la physique et la biologie se situent à 92 et 90, et la chimie à un surprenant 79. Pour couronner le tout, elle a été accusée d'agression et a perdu son autorisation d'enseigner 2 ans avant de prendre sa retraite, ce qui lui a fait perdre les avantages exceptionnels que l'école lui offrait en matière de retraite. Sa voiture n'était pas non plus assurée. Mais ce n'est pas tout. On pourrait se demander ce qui pourrait être pire. Eh bien, considérez ceci. La chute qu'elle a fait du tabouret l'a conduite à l'hôpital pour une radiographie de son poignet et de sa hanche qu'elle soupçonnait d'être cassée. Le poignet présentait bien une fracture. La hanche, elle, allait bien. Mais la radiographie a montré autre chose. Je pense pas qu'il soit normal de rire lorsqu'on apprend qu'une personne est atteinte d'un cancer de stade 3. Mais je l'ai fait. Par ailleurs, j'ai rencontré plus tard le seul membre de sa famille encore en vie, son neveu, qui avait depuis longtemps coupé tout contact avec elle, mais qui avait été contacté par la police et l'hôpital. C'est là que j'ai découvert la vérité. Je n'aurais jamais pu deviner ce que j'ai découvert. La mère de Jessé était la nièce de mon arrière-grand-père. Par l'intermédiaire du jeune frère de mon arrière-grand-père, qui avait volé de l'argent à la famille et essayé de tuer mon arrière-grand-père, il a été renié. C'est une bonne chose, et personne ne l'a su pendant tout ce temps. Enfin, personne ne s'en serait soucié. Je suis heureux que cette sale mégère soit sortie de notre vie, pour de bon cette fois. Apparemment, elle est morte l'année dernière, sans personne à ses côtés. Cette femme vouait une sacrée haine à ta famille et ça a fini par lui revenir dans la tronche. Tant pis pour elle. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai toujours besoin de vous pour faire grandir cette chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. PS, pour ceux qui ont des histoires à partager, vous pouvez me les envoyer par mail, il est dans la description.